Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le président André Quadio avait tout ce que l'on croit désirer dans une vie d'homme. À 52 ans, il dirigeait la République de Bamako, un joyau politique et économique en Afrique de l'Ouest. Les journaux internationaux louaient sa gouvernance moderne, sa lutte contre la corruption, son éducation brillante. Ancien professeur de philosophie, formé à la Sorbonne, passé par Oxford. Il citait Montaigne dans ses discours et recourait à Platon dans ses conseils en cabinet. Mais derrière l'élégance de ses costumes bien taillés et le charisme de ses discours, André n'était plus qu'un homme brisé. Le vide dans sa poitrine s'élargissait chaque jour depuis que la mort avait emporté Élise, son épouse, son ancre, son éclat. Elle avait été la lumière silencieuse de ses victoires, la voix douce dans ses nuits agitées. Son rire résonnait encore parfois dans les couloirs, comme un fantôme affectueux que seule la mémoire évoque. Le palais présidentiel, gigantesque et doré, ressemblait à un tombeau de silence. Les réunions s'enchaînaient, les visites diplomatiques s'alignaient, les dossiers économiques s'accumulaient, mais tout cela n'était que mascarade bien orchestrée. Il gouvernait sans respirer, parlait sans vibrer, mangeait sans goût. Sa vie était devenue une suite de gestes, maîtrisés, attendus, froids. Un automate avec le masque de l'autorité. Chaque soir, après avoir salué ses ministres, il s'isolait sur le balcon privé du palais, au perché, avec vue sur toute la ville d'Abidjan. Là, il regardait les lumières vibrer comme un tapis de lucioles artificielles. Mais sous les néons, il savait que se cachaient des ruelles sombres, des enfants affamés, des mères silencieuses, des oubliés de la République. Il se posait cette question que personne ne lui posait jamais. Que ai-je vraiment changé ? Et la réponse était douloureusement vague. Ce soir-là, c'était un vendredi, mais il ne le savait que par son agenda. Les jours étaient devenus sans saveur, interchangeables. Il venait de dîner seul, face à une assiette vide qu'il n'avait même pas touchée, distrait par un article sur les manifestations silencieuses à Kouté, un quartier populaire d'Abidjan. Son chef de sécurité, le très rigide commandant Samaké, lui avait recommandé de ne pas sortir. Monsieur le Président, même en tenue civile, le risque est élevé. Les quartiers populaires ne sont pas prévisibles. Justement, répondit André, c'est ce que je veux. De l'imprévisible. Du vrai. Il passa un jean sombre, une chemise froissée, des baskets, une casquette et des lunettes de soleil. Il laissa son téléphone dans le tiroir. Ce soir, il ne serait ni chef d'État, ni figure publique. Juste un homme. Il demanda à ce qu'on le dépose discrètement, à quelques rues du quartier de Kouté, l'un des plus anciens, mais aussi l'un des plus marginalisés. Là, les gens vivaient à la sueur de leur front. Les enfants couraient pieds nus. Les vendeuses criaient jusqu'à minuit. Et l'État y brillait souvent par son absence. Il marchait lentement, entre les étals à moitié fermés, respirant les odeurs de poissons grillés, de charbon et de savon noir. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas entendu des rires francs, des voix libres, non polissées par les murs dorés du pouvoir. Et puis, il la vit. Assise, adossée au mur crasseux d'un fast-food fermé, recroquevillée sous une couverture sale, une jeune femme au regard lointain. Elle n'avait rien d'une mendiante typique. Pas de pancarte, pas de main tendue. Juste ses yeux, tournés vers le ciel. Comme si elle cherchait une réponse, ou un refuge parmi les étoiles. Son visage était jeune, peut-être 25 ans. La fatigue l'avait creusé, mais il n'avait rien perdu de sa beauté naturelle. Une beauté nue, triste et digne. Sa peau sombre brillait sous la lumière froide du lampadaire. Ses mains serraient un vieux sac comme on serre les restes d'une vie. Il resta figé. Il n'aurait su dire pourquoi, mais quelque chose en elle l'attira comme un aimant. Peut-être cette lueur dans ses yeux. Peut-être le fait qu'elle semblait être ailleurs, comme lui. Il s'approcha doucement. « Bonsoir, dit-il, presque comme un murmure, de peur de briser ce tableau. Elle sursauta légèrement, mais ne cria pas. Elle le fixa avec méfiance. « J'ai rien à voler, monsieur. » Sa voix était rauque, fatiguée, mais encore fière. « Je ne suis pas un voleur, » répondit-il calmement. « Je m'appelle André. » Un long silence suivit. Elle semblait hésiter entre se lever ou rester là. « Aïcha, » murmura-t-elle enfin. Une fille sans importance. Il s'assit lentement, à quelques pas d'elle,
posant une bouteille d'eau entre eux. Ce soir, tu es importante. Parce que tu es la seule personne à qui j'ai vraiment envie de parler. Elle le regarda, cette fois un peu plus longtemps. Il ne portait ni cravate, ni arrogance. Juste une présence humaine. Et ce regard, fatigué, mais sincère. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, deux solitudes se reconnurent. L'une venait d'en haut. L'autre du sol. Mais dans ce moment suspendu, il n'y avait plus de président, plus de sans-abri. Il y avait deux âmes nues, et le murmure de la ville qui les entourait. Les jours devinrent des rendez-vous secrets. André revenait chaque semaine, parfois 2 fois. Toujours discret, vêtu simplement, évitant les regards, il garait sa voiture à plusieurs rues de là et marchait comme un homme sans identité. À chaque visite, il apportait quelque chose, un repas chaud, un flacon de savon, une couverture propre, des livres, surtout des livres. C'était leur point commun, leur premier langage. Elle préférait la poésie, lui, la philosophie. Mais plus que les objets, il lui offrait du temps. Il écoutait. Vraiment. Sans hâte. Sans interruption. Cela, Aïcha ne l'avait plus connu depuis la mort de sa mère. Peu à peu, elle s'ouvrit. Elle avait 27 ans, une intelligence vive, un verbe précis. Elle avait été une étudiante brillante en droit à l'université de Yopougon. Elle rêvait de plaider pour les oubliés, de défendre les femmes battues, les enfants des rues, les travailleurs exploités. Son rêve, ouvrir un cabinet social gratuit, dans les quartiers délaissés. Mais la vie, parfois cruelle et cynique, avait renversé le destin en une nuit. Un court-circuit. Un feu brutal. Un logement précaire qui s'enflamme comme du papier. Sa mère, sa seule famille, meurt asphyxiée. Aïcha, hospitalisée, sortira avec une cicatrice sur l'épaule et une autre plus profonde, celle de la perte, de l'abandon, de l'effondrement. Sans aide, sans logement, sans personne pour payer les frais universitaires. Elle bascula lentement mais sûrement vers la rue. Là, le monde oublia vite celle qu'on appelait la petite avocate dans les amphis. Elle n'avait gardé qu'un vieux sac noir élimé, rempli de ses codes juridiques, d'un recueil de poèmes de Birago Diop, d'un carnet de notes où elle écrivait ses pensées, ses colères, ses rêves, comme on s'accroche à une bouée dans un naufrage. Un jour, alors qu'ils lisaient ensemble sous le lampadaire d'un coin tranquille, André lui demanda doucement « Comment une fille aussi brillante que toi se retrouve ici ?» Elle referma lentement son livre, le regard perdu. « Parce que la société préfère faire semblant que nous n'existons pas », murmura-t-elle. « On gêne. On travo la facade. Alors on nous pousse sur les côtés, jusqu'à l'oubli. » Ces mots résonnèrent comme une gifle silencieuse. André sentit s'agouri se serrer. Lui, le chef de l'État. Lui, le gardien de la justice et de l'égalité. Il n'avait jamais vu Aïcha. Il n'avait jamais vu elle, ces femmes de l'ombre, invisibles, cassées mais vivantes. Mais ce qu'il ressentait n'était plus de la pitié. C'était autre chose. Un feu discret, lent, mais profond. Il pensait à elle la nuit. Il relisait les poèmes qu'elle aimait. Il guettait les jours de visite comme un adolescent. Un soir, elle fut différente. Plus tendue. Plus distante. Elle le fixait longuement, comme si quelque chose ne collait plus. « Tu viens chaque semaine, dit-elle d'un ton sec. Tu apportes des choses. Tu poses des questions. Tu souris. Mais tu mens. » Il fronça les sourcils. « Je ne te mens pas, Aïcha. »« Si. » »« T'es pas comme les autres. Ton accent, ta façon de parler, même tes chaussures. T'es qui, vraiment? Tu crois que je suis trop sale pour voir clair? » Un silence brutal se installa. André sentit que le moment était venu. Il enleva lentement sa casquette. Puis les lunettes. Il la regarda droit dans les yeux. Elle le fixa. Son visage perdit toute couleur. « Le président. » Souffla-t-elle. « Non, c'est pas possible. Je suis désolée. Je ne voulais pas te choquer. Tu joues avec moi? Tu veux quoi? Une expérience sociale? Un roman tragique pour médias humanitaires? » Elle se leva d'un bond, furieuse. « Moi, je suis un déchet de la société. Tu entends? On m'ignore le matin, on m'insulte le soir. Je survis avec les restes des autres. Et toi, tu débarques ici comme un messie? Pour te donner bonne conscience? »
Il resta devout, mais immobile. Puis il s'approcha lentement, les yeux humbles, presque pleins. Je ne joue pas. Je suis tombé amoureux de toi, Aïcha. Pas de ton passé. Ni de ton statut. Mais de ta force. De ta dignité. De ta lumière. Elle détourna les yeux, les poings serrés. Tu crois que l'amour peut réparer ça? Que quelques mots effacent les humiliations, les nuits sans sommeil, les blessures. Il s'arrêta à un pas d'elle. Lentement, il posa sa main sur son cœur. Je ne veux pas effacer. Je veux te redonner ce qu'on t'a volé. Ta place. Ta parole. Ta dignité. Pas comme un président. Comme un homme. Il respira profondément. Tu n'es pas un déchet. Tu es une reine oubliée. Et moi, j'aimerais t'aider à revenir sur ton trône. Elle resta figée. Puis elle s'assit lentement, comme si ses jambes ne la portaient plus. Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues, qu'elle n'essuya pas. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un venait vers elle sans vouloir la sauver, mais pour marcher à ses côtés. Et peut-être, au milieu des ruines, une chose fragile venait de naître. Après leur confrontation bouleversante, les rencontres reprirent, plus calmes, plus vraies. Aïcha ne fuyait plus, mais elle posait ses conditions. Quand André lui proposa un logement décent, un suivi médical, une inscription à l'université pour terminer ses études, elle refusa dans un premier temps. « Je ne suis pas une œuvre caritative », dit-elle avec fermeté. Si tu veux que m'aimer, aimé moi devout. Pas en assister. André comprit. Il ne voulait pas l'arracher à sa dignité en lui tendant des privilèges. Alors, il proposa un accompagnement transparent, respectueux. Rien ne serait caché, pas même au peuple. « Je veux me relever », affirma-t-elle. « Mais que tout le monde sache, je ne dois rien à personne, sauf à ma volonté. » Ils trouvèrent un terrain d'entente. Elle logea dans une maison modeste mais digne, non loin de la faculté. Elle reprit ses études à l'université de Cocody, anonymement, sous son nom complet, Aïcha Touré. Pas de protocole, pas de caméra. Mais les secrets, surtout au sommet de l'État, ne le restent jamais longtemps. Un journal à scandale publia une photo floue d'Aïcha sortant d'un véhicule gouvernemental. En quelques heures, l'affaire explosa. Le président entretient une sans-abri, une mendiante au palais. La République amoureuse ou en péril? Les chaînes en continu rivalisèrent de titres racoleurs. Certains politiciens se déchaînèrent. Ce comportement jette le discrédit sur nos institutions. Comment peut-on gouverner un pays et fréquenter une marginale? Des députés demandèrent une session exceptionnelle à l'Assemblée nationale. On évoqua un abus de pouvoir, un détournement de fonds, même une manipulation sentimentale. Mais le président n'avait plus peur. Le jour tant redouté arriba. Dans l'hémicycle plein à craquer, les caméras du monde entier étaient braquées sur l'homme d'État. André Cowadio entra, sans notes. Il regarda la salle. Puis il parla, d'une voix calme, grave. Oui. Je suis tombé amoureux d'une femme sans domicile. Et alors? Il marqua une pause. Devrait-on aimer uniquement ceux qui ont un titre? Une adresse? Un compte bancaire? Elle s'appelle Aïcha. Elle a une intelligence, un courage, et une dignité que beaucoup ici ont oubliée. Et si aimer quelqu'un pour ce qu'il est et non pour ce qu'il possède est un crime, alors oui, je plaide coupable. Silence dans la salle. Puis des applaudissements. D'abord timide. Puis croissant. Puis debout. Le peuple, au début choqué, commença à écouter autrement. Un an passa. Aïcha, discrète, persévérante, termina sa licence de droit, non seulement avec brio, mais major de sa promotion. Elle refusa les plateaux télé, les projecteurs. À ceux qui voulaient faire d'elle une héroïne romantique, elle répondait « Je ne suis pas un conte de fées. Je suis une femme debout, qui s'est battue pour ne plus être invisible. » Avec l'aide du président, elle créa la Fondation Lumière, pour la réinsertion des femmes sans abri, des mères abandonnées, des jeunes filles déscolarisées. On y proposait des hébergements temporaires, des formations, un accompagnement psychologique, des bourses d'études. Elle sillonnait les rues, les marchés, les abris. Elle s'asseyait avec les femmes oubliées. Elle leur tendait la main, non pas du haut d'un podium, mais à leur hauteur. Le jour de la fête nationale, les caméras suivaient le président qui s'adressait à la nation,
sur la grande place de l'Unité. Il parla du país, de ele a venir. Puis, au lieu de conclure, il se tourna vers la foule et dit « Aujourd'hui, je vous présente celle qui m'a redonné un cœur. Celle qui m'a appris que gouverner, c'est d'abord aimer les plus faibles. Voici votre future première dame, Aïcha Touré. » Elle monta sur scène, dans une robe simple, sans bijoux. Ses cheveux naturels attachés, un sourire timide, mais un regard solide. Elle ne fit pas de discours écrits. Elle dit simplement « J'étais comme vous. Invisible. On me croisait sans me voir. Mais une main s'est tendue. Et cette main m'a rappelé que je méritais mieux. Alors vous aussi, ne doutez jamais de votre valeur. Vous êtes vos propres miracles. » Dans les couloirs du palais, il n'y avait plus de solitude. Les murs n'étaient plus glacés, mais habités. André Quadio, le président, avait retrouvé la joie. Pas celle des honneurs ni des conquêtes politiques, mais celle de la présence vraie, de l'amour profond, de la reconstruction partagée. Il n'avait pas sauvé Aïcha. Elle l'avait sauvée.